Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire puisque aujourd'hui, comme vous le savez, c'est Halloween. Il y a un petit moment de ça, j'ai lu les BD Big de Squeezie et comment vous dire que j'ai adoré et que ça m'a inspiré. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous faire un petit thread d'horreur. J'espère donc que cette vidéo va vous plaire et tout de suite, on commence. On commence tout de suite avec l'histoire d'une jeune fille que l'on appellera ici Noémie. Noémie, elle est étudiante, elle a besoin d'argent pour pouvoir financer ses études car elles coûtent cher, comme toute étude. Alors elle décide donc de faire des petits boulots pour pouvoir l'aider à financer. Il se trouve que son voisin qui est médecin a besoin de quelqu'un pour pouvoir garder sa maison. Elle décide donc de se proposer, elle a totalement confiance en lui, c'est un homme voilà, respectable, etc. Donc elle décide d'accepter ce travail puisqu'il la paye plutôt bien pour ce petit boulot. Donc il se trouve que tout se passe bien pour Noémie puisque elle a son boulot, elle est plutôt bien payée, elle est chez quelqu'un qu'elle connaît donc elle n'a pas de soucis à se faire. Elle a rendez-vous à 19h, tout se passe pour le mieux pour elle. 19h passées, donc peu de temps après que Noémie soit arrivée dans la maison, elle reçoit un appel téléphonique, numéro masqué, elle décide donc de décrocher et il se trouve qu'il y a un homme avec une voix plutôt rauque au bout du fil qui lui dit que si elle ne quitte pas immédiatement la maison, il allait clairement la tuer. Noémie, un peu paniquée, elle sait pas trop ce qui se passe, elle décide de raccrocher. Elle trouve ça quand même super bizarre, mais bon, elle se dit peut-être numéro masqué, c'est sûrement un canular, donc elle y prête pas vraiment attention, elle repart à ses occupations et elle oublie cet événement. Mais il s'avère que environ 30 minutes plus tard, ce même numéro rappelle avec ce même homme au bout du fil qui lui répète exactement les mêmes menaces. Donc là, Noémie, elle commence un petit peu à paniquer. Elle raccroche de nouveau et elle essaye de nouveau de faire le vide dans sa tête, mais ça fait 2 fois et elle trouve que cette vanne est plus drôle du tout. Du coup, pour le coup, là, Noémie, elle est terrorisée, elle se demande vraiment ce qui se passe, elle décide d'appeler une téléphoniste pour qu'elle puisse lui dire d'où vient ce numéro et qu'est-ce qui se passe clairement, puisque là, elle a besoin d'explications. La téléphoniste, au bout du fil, lui explique qu'il n'y a pas de souci, mais qu'elle doit essayer de rester minimum 1 minute avec l'homme au bout du fil pour essayer de capter la ligne, etc. C'est ce que Noémie va essayer de faire. Un petit peu plus tard dans la soirée, comme vous vous en doutez, ce numéro rappelle encore une fois, et cette fois-ci Noémie est un petit peu plus rassurée puisqu'il y a la téléphoniste de l'autre côté qui va pouvoir lui donner des informations et essayer de capter la ligne. Donc Noémie, elle se fait pas trop de soucis, elle arrive à tenir plus d'1 minute au téléphone avec son interlocuteur et elle se dit que tout va bien, c'est réglé, et elle reprend contact avec la téléphoniste. Et là, Noémie, elle sent qu'il y a un truc qui va pas du tout dans la voix de la téléphoniste, elle se demande ce qui se passe et tout ça parce qu'elle a un petit peu la voix qui tremble et elle dit à Noémie de quitter tout de suite la maison. Donc Noémie, elle comprend pas ce qui se passe et tout ça, elle lui demande des explications. Et il s'avère que ce coup de fil venait de la deuxième ligne téléphonique de la maison, c'est-à-dire celle qui était à l'étage. C'est-à-dire clairement que la personne qui veut tuer Noémie est dans la maison avec elle. Pour ne pas perdre de temps, on enchaîne tout de suite avec la deuxième histoire. On va parler ici d'une histoire qui s'est passée le soir d'Halloween où on a retrouvé un homme mort dans sa propre maison. Pour se remettre dans le contexte, on parle d'un homme ici qui vit avec sa femme, il est assez âgé, il vit au New Jersey et tout se passe pour le mieux pour eux. Il a malgré tout une réputation, celle de ne pas aimer du tout les enfants. Il décide donc de préparer quelque chose d'horrible pour les enfants ce soir-là. Son plan était très simple, il a tout simplement inséré des lames de rasoir à l'intérieur de pommes qu'il prévoyait de donner aux enfants pendant cette soirée. Horrible, le mec n'a aucune pitié, vraiment. Sa femme, qui avait elle tout vu et qui était complètement contre ces actes criminels car elle trouvait ça tout simplement horrible, comme j'espère tout le monde d'entre nous, décida de stopper ce massacre en faisant quelque chose d'autant plus horrible que ce qu'il avait prévu. Elle décida donc de lui préparer sa tarte aux pommes préférée et de venir lui dire de la manger. Bien sûr, lui, il accepte, il est content. Sa femme lui a préparé le dessert qu'il préfère, pourquoi refuser? Et juste avant d'avaler une bouchée de cette tarte aux pommes, il décida de demander à sa femme d'où viennent ces pommes, puisqu'il les avait tout simplement préparées pour les enfants juste avant et il n'avait pas le souvenir d'en avoir d'autres, tout simplement. En avalant cette bouchée qu'il réalisa un peu trop tard alors qu'il venait de se trancher la gorge de l'intérieur avec les pommes qu'il avait lui-même préparées pour les enfants. C'est clairement sur une histoire un petit peu de vengeance et je vous propose de passer à une histoire un peu paranormale puisque je sais qu'il y en a beaucoup comme moi qui aiment ce genre d'histoire et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dans cette vidéo, j'ai quand même décidé d'en mettre une.
C'est l'histoire d'un jeune homme que l'on appellera Matteo dans cette histoire qui vit tout simplement seul dans son appartement. Un soir, quelqu'un toque à sa porte, il décide donc d'aller ouvrir pour savoir de qui il s'agissait et c'est là qu'il découvre sur le palier une femme le suppliant de pouvoir rentrer chez lui pour y dormir car il s'avérait que son mari la battait et qu'elle avait besoin de trouver un endroit pour dormir cette nuit-là. Elle lui promit alors qu'elle pouvait partir le lendemain, que sa famille viendrait la chercher et qu'il n'y aurait plus aucun souci. L'homme décide donc de l'accueillir chez lui parce qu'il ne se voyait vraiment pas la laisser repartir toute seule, donc il lui dit pas de souci, écoutez, vous pouvez dormir dans ce canapé, il lui prépare une couverture, etc. et tout va bien. Il s'en va s'endormir et fin de cette première journée. Le lendemain matin, il se réveille et il va dans le salon et il se rend compte que la femme n'est plus là, mais qu'elle a plié derrière elle les couvertures et tout ça. Donc Matteo décide de vivre sa vie comme si de rien n'était et le soir même, rebelote, quelqu'un toque chez lui. Il décide donc d'ouvrir la porte et c'est encore cette mystérieuse jeune femme qui est là sur le palier, cette fois-ci avec des traces de violence sur les joues, voilà, donc ça se voit clairement qu'elle a été frappée. Et elle lui demande encore une fois si elle peut dormir chez lui, sa famille. Elle explique que sa famille n'a pas pu venir la chercher aujourd'hui et que du coup elle a dû revenir dans son appartement mais que ça s'est mal passé, etc. Du coup elle le supplie une deuxième fois. Matteo il accepte, il se dit je peux pas, vraiment pas la laisser toute seule comme ça. Donc rebelote, elle dort chez lui, il lui prépare la couverture, il s'en va se coucher et le lendemain matin, encore une fois, elle n'est plus là, elle est repartie, elle a complètement disparu. Et cette situation se déroule comme ça tout au long de la semaine. Matteo, au bout d'un moment, il en peut plus, il décide d'aller voir au poste de police pour savoir s'il ne pouvait pas avoir des informations sur cette femme, parce que là, il trouve que ça commence à être vraiment grave et il y a besoin de faire quelque chose. Matteo est donc au poste de police, il explique aux agents l'histoire, il explique la situation, il décrit la femme, et là, un agent le regarde et lui montre une photo, lui demande si c'est la femme qu'il a vue, et là, il dit oui, c'est elle, comment vous la connaissez, etc. Et là, l'agent devient tout blanc. Et la réponse de l'agent va glacer le sang de Matteo puisqu'il lui explique que cette femme est morte il y a plus de 3 ans auparavant dans l'appartement juste à côté de chez lui car elle a été tuée par son mari qui l'a frappée régulièrement. Cette histoire, elle m'a pas mis bien du tout mais je vous propose de continuer sur cette lancée avec la 4e histoire. La nuit était sombre et brumeuse. Denise luttait pour rester éveillée alors que la route était sombre, froide et détrempée. Le niveau d'essence de sa voiture devenait dangereusement bas et elle ignorait totalement où se trouvait la prochaine ville. Juste au moment où elle allait s'arrêter pour pouvoir passer la nuit sur le bord de la route, elle repéra une petite station d'essence assez douteuse, mais elle décida d'y aller quand même puisqu'elle n'avait pas d'autre choix. Le commis qui était là à la station-service décide de lui faire le plein, c'est quoi tout simplement. Et pendant ce remplissage d'essence, il la regarde vraiment de manière bizarre. Il est distant, il est vraiment très froid et elle n'est pas du tout rassurée. Le plein terminé, il décide d'aller à côté de la fenêtre de Denise pour lui dire d'ouvrir son capot car il est certain qu'il y a un problème à l'intérieur de celui-ci. Denise, elle n'est pas rassurée de sortir de sa voiture alors qu'il y a Steve juste à côté. Mais elle décide de jouer le jeu et elle va à côté de lui pour ouvrir le capot de sa voiture. Il lui explique donc que sa voiture a des problèmes et qu'il serait préférable qu'elle vienne dans son bureau pour pouvoir en discuter et faire un papier pour régler les changements, etc. Denise accepte, elle n'arrive pas toujours à se dire de partir, de fuir, de crier. Donc elle décide de suivre l'homme pour ne pas le brusquer tout simplement et pour ne pas risquer qu'il se passe quelque chose. Elle est vraiment méfiante. Une fois à l'intérieur du bureau, l'homme lui dit « Il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture, nous devons appeler la police. » La femme apeurée, elle pense que c'est une blague et que c'est un piège, donc elle décide de repartir en courant de ce bureau, de monter dans sa voiture sans regarder derrière elle et de démarrer. Elle se dit que tout va bien, que c'est bon, cet homme est parti et que du coup elle peut reprendre la route, son plein d'essence est fait et qu'elle n'a plus aucun souci à se faire. Mais au bout de quelques minutes, elle décide de regarder dans son rétroviseur et c'est là qu'elle vit un homme avec un chandail à capuchon et une hache dans la main sur la banquette arrière. Sur le champ d'un mouvement de bras, il décapita la pauvre femme et lâcha son corps dans la forêt. Voilà, ça donne envie de conduire la nuit. En tout cas, je vous propose de passer à la toute dernière histoire qui, je viens de regarder, est encore une fois une histoire paranormale. Du coup, ça équilibre assez bien entre les histoires. C'est parti.
En 1995, dans le quartier de Mayfair à Londres, un homme nommé David McCallum aborda deux gars âgés de 15 ans et leur proposa de venir chez lui écouter du heavy metal. Étant passionnés par cette musique, les adolescents Michael et Stéphane acceptèrent l'invitation et suivirent leur nouvel ami plus âgé qu'eux. Déjà, à quelle heure ils décident de suivre un inconnu comme ça pour écouter une musique, je ne comprends pas, mais bon, s'ils avaient envie de faire ça, c'est leur problème. Arrivés chez David, Michael et Stéphane furent frappés par le désordre qui régnait dans la maison. Il y avait des disques par terre, il y avait des livres étalés partout, et tous ces livres parlaient des tueurs en série. À ce moment-là, les deux gars ils sont pas trop rassurés, ils se demandent qu'est-ce qu'ils font là. Je pense qu'on se demande tous un petit peu aussi ce qu'ils font là parce que... Bref, no comment. En faisant le tour de la maison, les garçons ont pu voir qu'il y avait un autel avec un drap par-dessus et des bougies à chaque extrémité. Et l'homme leur explique tout simplement qu'il a une passion envers Satan et qu'il joue au Ouija pour communiquer avec. À ce moment-là, les deux garçons comprennent qu'il a un culte pour le diable et tout ça. L'homme leur dit qu'il a un ami nommé David qui vient jouer avec lui régulièrement à ce jeu et qu'ils adorent ça, et il propose aux garçons de faire une partie. On serait d'accord, nous on serait tous partis à la place des deux garçons. Eux ils trouvent ça super cool et décident de faire une partie avec cet inconnu. Son ami arrive, ils s'installent tous les quatre autour de la table de Ouija et la partie commence. Tout était calme et la voix de McCallum rompit le silence. Il cite « Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres, dis-nous ce que tu désires et nous le ferons. » McCallum il se lève brusquement, il saisit Michael et le projeta sur un lit d'immobilisa et il sort un couteau de combat et décide de le planter 11 fois. Là, son ami à l'autre bout de la pièce ne trouve rien d'autre à dire que « c'est bon, tu peux arrêter, il est mort ». Du coup là Stéphane il est choqué, son pote il vient de se faire planter 11 fois sous ses yeux, donc par un courage extrême il décide de se lever et de partir en courant, il arrive à se sauver. Les deux hommes dans la maison, eux ils s'en soucient pas, ils s'en fichent complètement, ils décident juste de prendre Michael, le mettre dans un sac pour pouvoir le jeter dans une déchetterie publique. Peu de temps après, grâce aux éléments fournis par Stéphane à la police, les agents arrivent à arrêter ces deux hommes. Il s'avère de plus que ces deux hommes étaient déjà impliqués dans d'autres enquêtes, jusqu'au bout. Le procès se passe et lors de celui-ci, David explique que des voix transmises par le Ouija le poussent à commettre des gestes immondes. Donc les juges condamnent l'un à aller dans un hôpital psychiatrique et l'autre pareil mais dans un autre hôpital pour ne plus qu'ils soient ensemble, et ils sont condamnés également à une peine de prison, et voilà comment se termine l'histoire. J'espère que ça vous donne envie de suivre des inconnus pour pouvoir faire une partie de Ouija. En tout cas, ça doit être vraiment traumatisant pour Stéphane de se dire que ces deux mecs, au bout d'un moment, ils seront remis en liberté et que pourrait peut-être le retrouver, etc. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis vraiment désolée, c'est la première fois que je raconte des histoires comme ça, je l'ai peut-être pas bien fait. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les mettre, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait vraiment super plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok et sur Instagram. Et puis je vous souhaite de passer un excellent Halloween. Bonne soirée à tous!